Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal ainsi qu'en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane. Les réactions mitigées à l'APR et dans le camp présidentiel au lendemain de la sortie du ministre d'État Mbaye Ndiaye sur la constitutionnalité d'un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Nyon Lank, Nyon Bagne, avec ou sans autorisation du préfet. Le collectif va marcher demain devant le camp pénal de Liberté 6 pour la libération de Guy Marius Sagna. Coronavirus et petit pèlerinage à la Mecque, les autorités saoudiennes suspendent l'entrée des pèlerins. Inquiétude chez les voyagistes privés sénégalais qui ont déjà engagé d'importantes dépenses. Et puis Dakar en alerte, mais pas pour de vrai. Une simulation d'attaque terroriste en cours. Nous serons en direct avec notre reporter, témoin privilégié sur place. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane, la Guinée-Bissau va-t-elle sortir de l'impasse politique? Le président Mbalo, finalement investi aujourd'hui, cérémonie officielle dans un hôtel de la place. Pendant ce temps, le président Alpha Condé ferme ses portes à la CEDEAO. Une mission de l'organisation sous-régionale était attendue demain à Conakry, à 2 jours du très controversé double scrutin présidentiel. Le développement prévu dimanche. Le développement de tous ces titres, Binta Diallo, dans une vingtaine de minutes. Juste après, il y aura le journal des sports. En voici les principaux titres avec vous, Youssouf Bodian. Bonjour. Bonjour Souleymane. Le football avec la Coupe arabe junior en Arabie Saoudite. Le Sénégal affronte en quart de finale le Bahreïn à 15h30. Le sélectionneur adjoint plutôt confiant, même si l'adversaire est peu connu. En 16e de finale, retour de l'Europa League, plusieurs Sénégalais en lice ce soir. Donc Crépin Diatta, considéré comme le meilleur joueur du club Bruges par l'entraîneur mancunien. Et puis la boxe, on connaît les 24 premiers qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. L'Algérie est en tête avec 5 boxeurs. Vous entendrez une des qualifiées. À tout à l'heure pour le détail de ce menu. Et puis notre rendez-vous quotidien avec Point de vue. Aujourd'hui, nous parlons du nombre de mandats du président de la République sous l'angle de la Constitution et par l'interprétation par nos experts de l'article 27 de la loi fondamentale du Sénégal. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Régie d'antenne, c'est un gros pavé jeté dans la mare par Mbaye Ndiaye, directeur des structures de l'Alliance pour la République et ministre d'État auprès du chef de l'État. Invité hier soir à l'émission Faram Fathié de Pape Ngagne Ndiaye sur la TFM, le responsable politique a dit sa conviction que le président Macky Sall peut prétendre à un troisième mandat si tel était son souhait. À l'APR, l'on se refuse encore à trancher sur le débat, même si pour Luc Sarr, conseiller politique du président de la République, le ministre d'État a donné son propre point de vue. Du côté des alliés de l'APR, l'on dit s'en tenir à la Constitution, non sans inviter à une éthique dans la pratique politique. Pape Besdiba. La sortie de Mbaye Ndiaye n'est pas exclusivement politique, mais pour Luc Sarr, conseiller politique du président de la République, le ministre d'État, directeur des structures de l'APR, a donné son point de vue qui ne mérite pas une telle levée de bouclier. Je ne crois pas qu'il faille déclencher un branle-bas contre lui, mais plutôt de réfléchir un peu sur la justesse ou non de son propos. Je ne vois pas du tout pourquoi il y aurait autant de levées de bouclier sur un point de vue qui a été émis. C'est vrai qu'il estime que sur la base de son interprétation personnelle de la Constitution, le président de la République entame un premier mandat. Il l'associe, il distingue de manière claire le septennat du quinquennat. Donc selon lui, il s'agit d'une phase quinquennale, alors que la première phase de règne du président de la République est septennale. La Ligue démocratique alliée de l'APR pense que le moment n'est pas d'épiloguer sur des mandats. Quoi qu'il en soit, pour Moussa Sarr, son porte-parole, il doit y avoir une éthique dans la pratique politique. La Ligue démocratique dont je suis le porte-parole se tient non seulement à la Constitution, mais se tient surtout à ce que le président lui-même a dit devant les Sénégalais, et notamment le 31 décembre. Et nous pensons effectivement que le moment n'est pas d'épiloguer sur un troisième mandat au nom du président de la République, mais je dois dire qu'au-delà du droit, il y a également l'éthique dans la pratique politique. Et nous sommes de ce point de vue-là pour l'éthique dans la pratique politique. Nous accompagnons le président de la République. Nous pensons que ce débat-là est prématuré. Macky Sall avait décrété une omerta sur les mandats et tous ceux qui ont dérogé à la règle en ont fait les frais.
Évoquons maintenant la manifestation du collectif Nyolank prévue ce vendredi. C'est pour la libération de l'activiste Guy Marius Sagna et contre la hausse du prix de l'électricité. Ce sera également avec ou sans autorisation du préfet, selon les responsables du collectif qui étaient devant la presse ce matin. Ils ont prévu de marcher de l'échangeur de la foire de Dakar au rond-point Liberté 6 en passant devant le camp pénal où est détenu Guy Marius Sagna. Oumou Kalsoumli. Cela fait 88 jours que Guy Marius Sagna est en prison. Nyolank va encore descendre dans la rue dès demain vendredi. L'itinéraire, l'échangeur de la foire au rond-point Liberté 6. Il s'agit de dénoncer la hausse du prix de l'électricité et l'arrestation de Guy Marius Sagna. Hassan Sarr est membre du collectif. Les Sénégalais ne peuvent pas accepter la décision unique d'augmenter les prix de l'électricité avec 8 autres Sénégalais qui ont tous recouvré la liberté. Le collectif Nyolank appelle les Sénégalaises et les Sénégalais de tout âge à sortir massivement, prendre part à la grande marche qu'il organise ce vendredi 28 février 2020 à partir de 15h. De l'échangeur de la foire au rond-point de Liberté 6. Dans ce contexte, cette marche concernera également la question de l'eau qui devient de plus en plus problématique. Le camp pénal, une étape importante pour les manifestants qui comptent s'arrêter devant cette prison pour manifester leur soutien à Guy Marius Sagna. Le moment fort de la marche de demain sera évidemment l'étape camp pénal où un concert de cris de soutien sera adressé aux camarades, aux patriotes, aux combattants Guy Marius Sagna pour lui montrer que le peuple sénégalais ne le laisse pas tomber. Le collectif Nyolank compte marcher à nouveau avec ou sans l'autorisation préfectorale. Une manière pour les amis de Guy Marius Sagna de pousser les autorités à libérer un des leurs et en même temps à réduire le coût de l'électricité. RFM, la radio de toute l'actualité. Le coronavirus et son lot de désagréments pour les populations des pays directement touchés, mais également pour le monde entier. Même le petit pèlerinage tant prisé par les musulmans sénégalais est impacté cette année. Les autorités saoudiennes ont pris la décision de suspendre l'entrée des pèlerins à la Mecque. Comme vous pouvez l'imaginer, les voyagistes sénégalais sont inquiets. Ils craignent de devoir rembourser les packages déjà encaissés, un réel manque à gagner. Mohamed Ali Mouba. La mesure n'est pas passée inaperçue et pour cause. Beaucoup de voyagistes privés avaient commencé à enclencher des procédures pour acheminer des pèlerins dans le royaume saoudien. Et pour certains, le manque à gagner se fait ressentir avec la mesure de suspension du tourisme religieux pour cause de coronavirus. Oureikam Prera, la chargée de communication du regroupement des professionnels du Hajj et de la Umrah. Elle accuse le coup. C'est un coup dur, mais nous prenons acte parce que nous considérons que la santé n'a pas de prix et aujourd'hui la situation mondiale est inquiétante par rapport à ce virus-là qui est en train de se propager et on sait que les rassemblements aussi doivent être évités au maximum possible le temps que les gens trouvent une solution par rapport à ce virus. Mais Oureikam Prera ne perd pas de vue le principal dans cette affaire, les dépenses engagées. Maintenant, le manque à gagner, il sera énorme, il sera évalué à coût de centaines de millions parce que tout simplement des billets d'avion ont été émis, des hôtels ont été réservés pour la Umrah et pour le moment, beaucoup de gens étaient sur le point de partir ou même étaient déjà en route et ont été bloqués soit à Istanbul ou bien ailleurs. Au niveau de l'Ebougui Voyage, aux autres voyagistes privés, le même problème se pose. L'équation du remboursement des prix du billet. Palameng, le responsable. Donc l'argent est déjà parti en Arabie Saoudite. Donc peut-être ça m'étonnerait que les Saoudiens remboursent l'argent. Ça m'étonne parce qu'il n'y a pas de disposition par rapport à ça. Nous, si on nous rembourse, on peut rembourser. Mais si on n'a pas le remboursement, nous, on ne peut pas rembourser. Mais ça nécessite quand même qu'on discute, comme c'est une affaire civile et commerciale, pour qu'on discute par rapport avec nos clients. Et donc, on aura une solution, Inch'Allah. Pour le moment, Riyad parle de suspension temporaire, mesure conservatoire pour éviter la propagation du coronavirus. Assujetti, bien sûr, à l'évaluation continue des autorités compétentes. Voilà pour l'Arabie Saoudite. Ici au Sénégal, les contrôles ont été renforcés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass
À défaut de pouvoir s'en rendre compte à la descente d'avion, notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo, a attendu les passagers à la sortie de l'AIBD hier soir. Des passagers rassurés, mais qui encouragent les autorités à en faire de même aux frontières terrestres. Voici son reportage. Des avions qui décollent et atterrissent, des va-et-vient des passagers et d'accompagnants ou même d'agents. Nous sommes à l'aéroport international Blaise Diagne. Ici, le coronavirus est pris au sérieux selon ces passagers qui viennent d'arriver. Mamadou Amadou Sow vient de la Tunisie. J'ai trouvé qu'il y a des agents qui sont arrêtés avec des appareils qui ressemblent à des tasers qui nous mettent sur le front ou bien sur les yeux pour voir si on était infecté ou pas. Donc vraiment ça m'a surpris. En même temps c'est une surprise agréable. Un autre passager rencontré, il est de nationalité française. Serge a quitté Paris pour Dakar. Il estime qu'il est rassuré par le dispositif de lutte contre le coronavirus trouvé à l'AIBD. On nous a contrôlé 2 fois les passeports et on nous a pris la température. Donc je suis pas inquiet moi. C'est bien, on en prend à Paris, il n'y a pas de raison qu'ici il n'y en ait pas de prise. Je rentre avec la conscience tranquille. Je vais aller chez moi, je vais pouvoir dormir la conscience tranquille. Mamadou Amadou Sow souhaite que ce même dispositif soit mis aux frontières terrestres. Parce qu'on fait la frontière avec la Gambie, la Mauritanie, et la Guinée et puis je pense avec le Mali. Donc normalement ils doivent prendre ces dispositions même dans les frontières terrestres parce que c'est là-bas qu'il se trouve beaucoup d'afflux par rapport ici à l'aéroport. Selon les autorités du ministère de la Santé, depuis que le coronavirus a touché des pays comme l'Italie où on note la présence de plusieurs Sénégalais, il y a eu un renforcement de personnel à l'aéroport. 4 infirmiers d'État, 2 hygiénistes et 10 préventionnistes. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Santé toujours avec un manque criant de spécialistes en neurologie qui est noté dans notre pays. Il n'y a que 22 neurologues et 2 neuropédiatres sur l'ensemble du territoire. Une situation que déplore la Société sénégalaise de neurologie. Elle interpelle les autorités. La Société sénégalaise de neurologie tient à partir d'aujourd'hui la 3e édition de ces journées de neurologie. Dr Ousmane Sissé, membre de cette structure et neurologue à l'hôpital Fann, était l'invité d'RFM Matin. Il y a 2 neuropédiatres et il y a, pour l'ensemble du Sénégal, et il y a 22 neurologues pour l'ensemble du Sénégal, en plus de 3 ou 4 qui sont déjà à la retraite. Donc la situation, c'est environ 700 000 habitants et ça, cette situation est criarde. Il faut une amélioration. Il y a d'autres qui sont en formation, mais même si tous ces jeunes qui sont en formation terminent leur formation, la situation va s'améliorer un peu, mais on ne va pas encore atteindre les normes qu'il faut pour parler de neurologie carrément dans le pays. Qu'est-ce qu'il faudrait pour inverser la tendance pour qu'il y ait beaucoup plus de neurologues et de neuropédiatres? C'est stimuler le désir des médecins qui ont déjà fini leur formation de base à se spécialiser vers la neurologie et plus tard vers la neuropédiatrie. Vu que c'est de la neuropédiatrie qu'on parle, on pourrait parler de d'autres sous-spécialisations dans la neurologie. Donc, s'il y a des motivations supplémentaires pour les spécialisations qui manquent dans le pays, dont la neurologie, donc je pense que ces motivations peuvent pousser les médecins qui viennent de terminer leur formation de base de se spécialiser vers ces spécialités dont la neurologie en fait partie. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Allons maintenant dans la capitale du rail où les travailleurs en activité et les retraités des chemins de fer ont très bien accueilli la communication du président Macky Sall sur la réhabilitation et la relance des chemins de fer. Le chef de l'État qui a exhorté les acteurs à la mise en œuvre sans délai d'une stratégie globale et consensuelle de relance et de gestion. C'était hier lors de la réunion du Conseil des ministres. À Thiès, Cheikh Anta Diop. Le Conseil des ministres d'hier a encore une fois rassuré les cheminots. Le chef de l'État, abordant la réhabilitation des chemins d'affaires, a évoqué la situation financière et sociale de Dakar Bamako Ferroviaire. Selon Mambay Tunkara, le président de l'intersyndicale de Dakar Bamako Ferroviaire, cette initiative montre avec pertinence que la relance du chemin d'affaires est bien en marche. Le président de la République a exhorté aux acteurs la mise en œuvre sans délai d'une stratégie globale et consensuelle de relance et de gestion de l'entreprise. Nous ne pouvons que vraiment être rassurés. La situation des retraités de Dakar Bamako Ferroviaire a été également soulevée. Encore une fois, demander aux acteurs, à savoir le ministre de tutelle, le secrétaire général au réseau ferroviaire, de trouver une solution rapide, comme il a dit, sans délai,
à la situation des retraités. C'est des gens qui devaient percevoir des indemnités de départ à la retraite depuis leur départ. C'est des doyens, des anciens qui sont dans les rues et vraiment, ils ne méritent pas ça. Par rapport à la création de la nouvelle Société nationale des chemins d'affaires, les cheminots applaudissent des deux mains et s'engagent à donner leur expérience. Voilà 3 ans que le train n'a pas quitté Dakar pour aller à Bamako. Il faut aussi trouver une solution rapide en collaboration avec l'administrateur général pour que le train puisse reprendre ses activités dans le courant des 3 ou 5 premiers mois à venir. Pour ces syndicalistes, les anciens cheminots comme les cheminots en activité sont disposés à participer au grand effort national de relance du chemin de fer. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Les canto-travailleurs de la SERPEM, la société d'études et de réalisation des phosphates de Matam, ils ont bloqué ce matin les activités à la mine de Ndendori dans la région de Matam. Ils vont vers leur 4e mois d'arriéré de salaire. Ces travailleurs interpellent l'homme d'affaires Cheikh Amar, qui est l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Écoutons un des responsables des travailleurs de la SERPEM, Alioune Guissé Koundoul, qui est au téléphone avec El Hadj Ndiougoudiène. Nous sommes dans un mouvement d'humeur qui perdure. Depuis la semaine dernière, nous avons fait la même chose. Et jour pour jour, aujourd'hui, nous sommes là aussi pour manifester notre mécontentement face c'est-à-dire à la situation de blocus que connaît aujourd'hui la SERPEM, dirigée par Cheikh Amar. Il y a un blocus total au niveau de la mine de la SERPEM. On a un problème de salaire. On a un problème de blocus total de toute la mine. C'est le 4e mois qui tape à l'horizon. C'est-à-dire, à l'origine, c'est que pour moi, il n'y a pas de paix sans cause. Il n'y a pas de paix sans cause. Si le salaire a retardé, certainement, ils considèrent qu'ils n'ont pas encore finalisé avec leurs partenaires. Nous avons demandé qu'on trouve une solution à ce problème qui perdure. Nous sommes allés, c'est-à-dire voir le gouverneur, nous sommes allés voir le préfet, nous sommes allés voir le président du tribunal du travail, l'inspection du travail. Donc tout le monde connaît la situation dans laquelle nous vivons en ce moment-là. Alors, si vous avez si vous avez un projet qui peut créer de la valeur et des emplois dans le secteur agricole, ce sont les fonds qui manquent le moins. En tout cas, c'est ce que dit le directeur de la Banque agricole ex-CNCAS qui participe au Salon de l'agriculture à Paris actuellement. Mamadou Amar Ndione. Le dynamisme des producteurs et investisseurs dans le domaine de l'agriculture est des fois freiné par un déficit de financement, mais pour le directeur général de la Banque agricole, l'argent est disponible pour les porteurs de projets. Malik Ndiaye. Nous avons avec l'Agence française de développement 15 millions d'euros, 10 milliards de francs CFA sur 15 ans, sur lesquels nous pouvons être amenés à utiliser une partie pour financer les projets. Nous avons aussi d'autres bailleurs comme la BADEA, avec qui nous avons 10 millions de dollars sur 8 ans, avec qui aussi nous pouvons travailler pour financer des investissements. Donc l'accent est mis sur l'investissement, mais sur des projets porteurs, des projets vraiment de qualité. Oui, à peu près c'est 15 milliards de francs CFA qui sont disponibles aujourd'hui pour appuyer l'investissement dans le secteur agricole. Déjà, des projets sont en train d'être déroulés pour la création d'emplois et le développement industriel. Ils ont des projets importants dans la transformation agricole, dans la mise en place de logistique de stockage dans la zone de Morolan. Nous voulons travailler avec cette association, mais nous voulons aussi travailler avec les petits porteurs de projets. Il y en a beaucoup qui veulent se signaler dans l'agriculture, dans l'aviculture, dans l'élevage, dans la pisciculture. Et ce sont ces projets qui nous intéressent, qui créent des emplois, qui créent de la valeur et qui vont venir en tout cas étoffer le tissu d'agro-industrie que nous avons au Sénégal. La Banque agricole compte accompagner ceux qui ont des projets de développement, notamment la diaspora sénégalaise. Mamadou Amar Ndione, Paris, porte de Versailles, RFM. Ce n'est pas pour de vrai, mais le Grand Théâtre de Dakar est la cible d'attaques terroristes. C'est une simulation pour préparer les forces de sécurité si ce scénario devait se réaliser un jour. En direct du Théâtre des Opérations, Amadou Sabarba, bonjour. Bonjour Suleiman. Où en est-on de cette simulation ? Actuellement, je suis en face des forces de l'ordre encagoulées et armées jusqu'aux dents à la quête de l'ennemi qui est à l'intérieur du musée. Le périmètre de l'opération est délimité. Le gestuel, les radios turco qui sont le moyen de communication. Le signal des chefs des unités donné à l'assaut. Ça tourne 5, 10 minutes. Ici, Alpha, cible neutralisée. Fin des opérations. C'était une simulation Souleymanian. Et l'exercice s'appelle Fagaro 3, une simulation d'un attentat terroriste qui a occasionné de nombreuses victimes avec possibilité de contamination chimique dans un espace confiné.
Souleymane, cette activité du ministère de l'Intérieur s'inscrit dans le cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de et l'exercice Fagaro 3 vise à tester les capacités de coordination du SICO et du CRCO de Dakar, mais également vérifier les capacités de riposte des services et des forces de lutte contre le terrorisme. Souleymane, l'opération a également pour objectif d'évaluer les moyens de coordination mis à la disposition du SICO des primos intervenants. Retenez que les séries de simulations se poursuivent ici au Grand Théâtre et la presse suit ces opérations à partir d'un écran géant pour plus de sécurité. À vous, Souleymane. Merci Amadou Sabarba. Nous attendons impatiemment votre reportage avec force bruitage. Dans nos prochaines éditions, il est 12h20. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. Le président Embalo de la Guinée-Bissau finalement va prêter serment aujourd'hui. Prestation de serment Souleymane qui va bel et bien se tenir dans quelques minutes, 12h30 exactement. Umaro Sissoko Embalo va finalement diriger la Guinée-Bissau après plusieurs péripéties entre comptage et recomptage des voix sous pression de la CEDEAO. Noah Mankali en direct de la cérémonie d'investiture. Le président élu avec 53,55% des suffrages exprimés, Oumar Sissoko Embalo, prend fonction en ce 27 février 2020 ici à Bissau. La cérémonie a eu lieu dans un des hôtels de la capitale Bissau en présence de beaucoup d'autorités nationales et aussi de certains ambassadeurs accrédités en Guinée-Bissau. La cérémonie qui devrait réunir toutes les autorités, mais nous n'avons pas la présence du président de la Cour suprême de justice, aussi du premier ministre qui est du parti au pouvoir, malheureux Domingos Monsfera. Donc il s'agit de Aristide Gomis. Hier a émis un communiqué à la presse comme quoi cette investiture du président élu Oumar Sissoko Embalo ne pourra pas avoir lieu parce qu'il y a un contentieux électoral au niveau de la justice. Mais le mouvement pour l'alternance démocratique MADEM G15, la deuxième force politique du pays au niveau du Parlement qui a supporté ou soutenu la candidature de Oumar Sissoko Embalo, est resté déterminé en collaboration avec les autres partis qui ont aussi soutenu la candidature de Oumar Sissoko Embalo, qui l'ont remporté à la magistrature suprême de la nation bissau-guinéenne, se sont déterminés pour respecter cette date qui a été fixée par Oumar Sissoko Embalo la semaine dernière de son retour au pays pour des rencontres, des contacts avec ses amis et frères. En Guinée voisine, à 4 jours du double scrutin controversé, le président Condé ferme la porte à la CEDEAO. Alors qu'une mission de l'organisation sous-régionale était attendue demain vendredi à Conakry, le président Condé a dit niet. La mission devrait être conduite par le président nigérian Muhammadu Buhari, le Ghanéen Nana Akufo, le Burkinabé Roch Christian Kaboré et le Nigérien Mahamadou Issoufou. La Guinée se prépare à 2 élections très controversées et boycottées par l'opposition. Le référendum constitutionnel et le scrutin législatif, ce sera dimanche prochain. La CEDEAO était jusque-là muette sur la situation en Guinée, mutisme déploré par le chef de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, sur les ondes de RFI. La police nigérienne sauve plus de 232 personnes d'un trafic d'êtres humains. Et cela fait suite à une alerte d'Interpol. Les autorités nigériennes ont alors lancé une opération et ont pu sauver 232 personnes des mains de trafiquants d'êtres humains. Des filles âgées de 10 ans, selon BBC Afrique, figurent parmi les personnes secourues. L'Arabie Saoudite qui suspend la Umrah ou le petit pèlerinage à la Mecque jusqu'à nouvel ordre. Cela fait suite à un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères, décision provisoire pour prévenir la propagation du coronavirus dans le royaume. Les visas touristiques suspendus également pour les ressortissants de pays où le coronavirus a fait son entrée. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci à vous, Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, nous parlerons du nombre de mandats du président de la République sous l'angle de la Constitution et par l'interprétation par nos experts de l'article 27 de la loi fondamentale du Sénégal. Ces experts
Ce seront Pape Mamoursi, constitutionnaliste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et le professeur Ogosek, professeur agrégé en droit et sciences politiques, président de l'association des juristes africains, la JIA. Bienvenue à vous, Youssouf Bodian. Merci, Souleymane. Football d'abord, Coupe arabe junior. Le Sénégal joue son quart de finale cet après-midi. À 15h30 GMT, les Lionceaux affrontent le Bahreïn, une équipe que le staff ne connaît pas trop, mais l'équipe du Sénégal a les moyens de s'en sortir, selon le sélectionneur adjoint Issa Aïdara, que nous avons joint ce matin à Riyad, en Arabie Saoudite. Je pense que c'est un match qu'on a préparé dans la plus grande sérénité. Nous rentrons dans une nouvelle compétition, c'est-à-dire des matchs à élimination directe. Donc c'est des matchs sans calcul. Pour continuer l'aventure, il faut gagner. Et je pense qu'on est conscient de cela, qu'on s'est préparé en conséquence et que le Bahreïn, c'est un adversaire que nous ne connaissons pas très bien. Bon, sur les quelques bouts de matchs qu'on a pu voir, on a vu que c'est une équipe solide déjà, c'est une équipe qui a la capacité quand même de marquer des buts, mais qui en prend aussi beaucoup. Donc nous avons travaillé en ce sens et donc pour passer, il faut donc avoir une bonne solidité défensive, une bonne organisation défensive. Et après maintenant, en ce qui nous concerne offensivement, je pense qu'on a les armes qu'il faut pour les mettre en difficulté. Le problème, c'est de concrétiser les occasions qu'on va en avoir, parce que c'est sûr qu'on va en avoir. C'était donc le sélectionneur adjoint du Sénégal, le Sénégal qui va affronter le Bahreïn à 15h30. Les Lionceaux ont reçu hier la visite de Bafétimbi Gomis qui joue dans le championnat saoudien. Les autres quarts de finale, le premier a démarré tout à l'heure donc entre la Tunisie et l'Algérie. Maroc-Libye également, le match a démarré. L'Égypte joue l'Irak à 15h30. Vous l'aurez constaté donc, le Sénégal est le seul pays d'Afrique, de l'Afrique au sud du Sahara à être donc parmi les quarts de finalistes. En effet, nous l'avons bien noté. L'Europa League joue ses 16e de finale ce soir. Avec plusieurs matchs au programme, et on va s'intéresser aux joueurs sénégalais engagés dans cette compétition. Il s'agit des défenseurs Ousseynou Ba et Pape Abdou Cissé avec l'Olympiakos qui se déplace à Arsenal. Arsenal qui avait donc gagné à l'aller par 1-0. Le match est prévu à 20h. À la même heure, Crépin Diatta qui retrouve le groupe du club Bruges en déplacement à Manchester United. 1-1 à l'aller en conférence de presse hier. L'entraîneur mancunien Sorger qui a donc fait les éloges de l'attaquant sénégalais qu'il a connu à Molde en Norvège. Il considère que Crépin Diatta fait partie des meilleurs joueurs de Bruges. Damdoy, buteur à l'aller pour le FC Copenhague, se déplace au Celtic Glasgow. 1-1 à l'aller. Ludogorets, c'est un club bulgare où joue Stéphane Badji, est en Italie pour affronter l'Inter Milan qui avait gagné 2-0 à l'aller. Et puis Dembaba avec Istanbul Başakşehir avec le tournoi UFOA A en Sierra Leone. Début de la deuxième journée cet après-midi dans le groupe A. Le Sénégal affronte le Cap-Vert à 14h. Les Lions avaient remporté le premier match, c'était face à la Guinée. La Guinée qui va affronter à 16h30 la Sierra Leone. Boxe, on connaît les premiers Africains qualifiés pour les JO Tokyo 2020. 24 tickets déjà distribués sur les 33 prévus. L'Algérie a décroché le plus grand nombre, 5 boxeurs algériens, donc déjà qualifiés. Parmi eux, Roumaïssa Boualam, 51 kg, médaille d'or aux derniers Jeux africains, médaille d'argent lors des 2 dernières éditions du championnat d'Afrique. Elle a exprimé toute sa joie au micro de Soda Cham. C'est un rêve qui se réalise maintenant. Bon, je suis très contente pour ma famille, pour mon pays. Je vais lui représenter à Tokyo, mes entraîneurs aussi. C'est juste une fierté pour moi d'avoir ce titre. Pour les femmes, c'est la première fois. Oui, c'est vrai, c'est historique. Cette qualification, c'est un travail d'équipe. On se préparait, on fait des stages et on a vraiment travaillé dur. Ça compte. Le travail paye toujours. La boxe, c'est l'entraîneur qui m'a proposé ce sport et depuis, je l'ai aimé et ça devient ravi parce qu'on a des médailles d'or en Algérie. Roumaïssa Boualam, algérienne donc, qui sera à Tokyo en 2020, sera donc l'été prochain. Il reste à distribuer 9 tickets pour le tournoi de boxe des JO Tokyo 2020. Ce sera à l'issue donc des demi-finales prévues ce samedi et dimanche sera les finales au Dakar Arena Souleymane. Merci Youssouf Bodian, il est 12h30 sur le débat
sur le pape Mamour Sy, constitutionnaliste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, bonjour. Bonjour, Michel. Nous sommes également avec le professeur Ogosek, professeur agrégé en droit et sciences politiques, président de l'Association des juristes africains, l'AJA. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, Pape Mamour Sy, que vous inspire en tant que constitutionnaliste ce débat récurrent sur l'article 27 portant durée du mandat du président de la République? Quelque part, c'est un débat qui ne m'agrée pas parce qu'un éternel recommencement qui, à mon avis, traduit un certain recul donc du point de vue de la vitalité de notre démocratie. Parce que la démocratie, Michel, c'est quoi? Au-delà des textes, c'est d'abord une culture quelque part démocratique. Et je pense que quand même notre pays n'a absolument rien à gagner effectivement avec cette récurrence effectivement du débat qui tourne sur le mandat présidentiel. Car on a comme l'impression quelque part qu'on est en train de revivre exactement le même débat qui a eu à défrayer donc ici la colonie en 2001. En 2011-2012 et que donc malheureusement depuis lors on fait du surplace et que donc d'un point de vue de l'avancée démocratique, ce pays effectivement n'avance pas mais plutôt quelque part recule. L'une des raisons avancées, c'est que le texte est écrit de façon plutôt vague. N'aurait-on pas pu, dans la Constitution, évacuer ce débat en disant très clairement ce qu'il est possible, ce qui n'est pas possible? Vous avez parfaitement raison, mais en droit, il est très, très, très difficile, en tout cas, de proposer un texte qui n'est pas donc susceptible d'interprétation. Et à la matière, on se doit de dire et de rappeler qu'en 2016, lorsqu'il s'est agi effectivement d'initier le projet, donc le référendum constitutionnel, qu'on avait tiré donc la sonnette d'alarme pour dire qu'effectivement on peut être rattrapé donc par une interprétation tendancieuse des dispositions constitutionnelles relativement donc à l'article 27. Et donc dans la même lignée, on avait effectivement, à la suite du professeur Babacar Gueye et du professeur Jacques Merrier-Lezonque, proposé purement et simplement que des dispositions transitoires puissent être prises, effectivement, lesquelles dispositions pourraient permettre effectivement de parler du mandat du septennat qui pourrait faire partie donc du décompte. Parce que tel que libéré, il n'est pas interdit effectivement à qui que ce soit de se demander au fait de quel mandat est-ce qu'il s'agit donc dans cette disposition constitutionnelle. Très bien. Parce que le constituant parle simplement donc de mandat de 5 ans, enfin de mandat, il ne précise même pas 5 ans ou 7 ans, et donc on dit qu'à la lumière de la Constitution, donc il parle d'un mandat de 5 ans. Tout à fait. Donc, alors, avant d'introduire le professeur Ogosek, je vais vous lire justement le libellé de l'article 27 après sa révision dans le cadre du référendum que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, l'article 1er de la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution, l'article donc modifiant et remplaçant l'article 27, je cite, « La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Alors, professeur Ogosek, vous, quel est votre point de vue sur cette question? D'abord sur la rétroactivité ou pas, et ensuite sur la rédaction simplement de cet article 27 en tant que spécialiste du droit. Professeur Ogosek? Mon collègue, le professeur Mamour Sy, avec qui nous avons partagé pas mal de séminaires depuis les années 2000. Donc, pour dire que c'est un débat qui nous préoccupe au plus haut point depuis plusieurs années.
Et comme l'a dit le professeur Si, c'est une sorte de redondance, quoi. Donc chaque fois on revient là-dessus. En 2011-2012, nous avions nous-mêmes écrit un livre sur l'élection de 2012 et dans le débat constitutionnel, il était toujours question de la validité ou de l'invalidité de la candidature de Maître Abdoulaye Wade à l'époque. Et nous avons l'impression qu'aujourd'hui, c'est le même problème qui se pose, c'est-à-dire la question de l'application surtout d'une loi constitutionnelle dans le temps. Donc, est-ce que cette loi régit juste l'avenir? Est-ce qu'elle est rétroactive, etc. Donc, en droit, ce qu'on enseigne en général, c'est que la loi n'est jamais rétroactive. Donc, ça, c'est le principe. C'est un principe de base. Sauf si, justement, la loi le prévoit. Donc, si dans les dispositions constitutionnelles, il n'est pas prévu cette phase qui a été tant réclamée en 2011-2012, qui consistait à dire donc que cette loi constitutionnelle s'applique effectivement au mandat en cours. Alors ici, on n'a pas cette expression-là, on n'a pas cette phase dans la nouvelle constitution issue de la loi du projet du 5 avril 2016, peut-être que libellé. Et donc c'est ça qui prête un peu à confusion. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que les 5 ans commencent à partir du premier mandat parce qu'il s'agit de 7 ans. Donc le Conseil constitutionnel s'est lui-même déjà prononcé là-dessus en disant que le premier mandat était intangible. Donc ce qui veut dire donc par ailleurs que les 5 années, en fait, est-ce que ça concerne le premier mandat ou pas? Non. Évidemment. Professeur, il ne s'agit pas, enfin pour moi en tout cas, de refaire le débat sur les aspects techniques, mais le Sénégal est un pays de longue tradition juridique. Il semblerait même que dans le droit, il y ait une branche qui enseigne la rédaction des textes juridiques. Il semblerait que ça s'appelle la légistique. Comment se fait-il que dans la rédaction de notre Constitution, en 2016, on laisse des marges d'interprétation et de manœuvre aux politiques et aux non-politiques d'ailleurs, parce que des juristes sont également dans le box des accusés, enfin, manière de parler. Comment ça se fait qu'en 2016, on ne soit pas capable d'écrire une disposition de la Constitution qui ne prête pas à équivoque ou à interprétation? Oui, là, on va quitter le droit pour parler de politique, parce qu'en fait, c'est la politique qui détermine le droit. Donc, si on est dans un cadre de rapport de force entre une majorité et une minorité, disons, parlementaire, si l'opposition parlementaire n'est pas capable d'entraîner des changements, des modifications afin qu'il y ait une bonne rédaction, ce n'est pas la faute aux rédacteurs, ce sont des rapports de force politique, parce que ceux qui ont écrit là, dans la Constitution, tout n'est jamais clair. Parce que politiquement, quand c'est clair, c'est pas bon. Donc, il y a toujours des fenêtres qui sont ouvertes pour permettre aux uns et aux autres de s'engouffrer. Donc, il appartient peut-être à une certaine opposition de se battre pour qu'il y ait des changements constitutionnels nécessaires. Mais en dépit de ces rapports de force politique, le droit, lui, il est là. Tel que décrit la loi, il doit être appliqué. Et demain, si on saisit le Conseil constitutionnel pour donner son avis, le Conseil dit le droit. Il ne fait pas de politique. Donc voilà, le problème, il est politique et il est juridique. Très bien. Alors, Pape Mamour Si, je rappelle que vous êtes constitutionnaliste. Était-il possible, comme au Bénin, de dire simplement que nul ne peut exercer plus de 2 mandats dans sa vie? Est-ce que juridiquement, ça fait sens? Mais bien entendu, on pouvait effectivement s'y prendre d'une manière telle qu'il serait peut-être très difficile aujourd'hui de verser dans ce qu'on peut qualifié d'interprétation, comment dirais-je, tendancieuse. Mais même cela, quelque part, cela ne règle pas en fait le problème qui est de fond, me semble-t-il. Parce que même si, dans certains pays, on nous parle de clauses intangibles, de clauses d'éternité, que donc il n'y a aucune façon, effectivement, de procéder à la révision de telles dispositions. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans les pays, quelques pays qui nous entourent? Mais on peut prendre la Constitution
Dans son ensemble. Dans son ensemble. Absolument. Mais la jeter à la poubelle et proposer une nouvelle république, comme on dit. Une nouvelle république. En général, purement oui. et simplement. Exact. Donc le problème, à mon avis, c'est pas un problème de texte, mais c'est un problème d'homme, c'est un problème de culture démocratique au niveau de nos gouvernants en réalité. J'ai comme l'impression, et j'en discutais tout à l'heure avec un collègue, qu'en Afrique, de manière globale, de manière générale, il y a un problème de respect des gouvernants par rapport donc aux gouvernés. Et quelque part, effectivement, on a comme l'impression que nos gouvernants ont cette tendance fâcheuse à instrumentaliser donc ce que l'on appelle une constitution, et que tout le monde sait que malheureusement, les conditions ne sont même pas réunies pour qu'on puisse considérer cette constitution-là comme étant la charte fondamentale. Et comme le disait tantôt mon collègue, effectivement, la frontière entre le droit, effectivement, et donc la politique, et du moins entre le droit et les intérêts politiciens, cette frontière-là, elle est poreuse, et que donc malheureusement, le juriste peut, s'acheminer vers la satisfaction des intérêts quelque part cachés à travers des dispositions constitutionnelles. Alors, professeur Ogosek, dans les conditions actuelles, quelle est la solution? Est-ce que le Conseil constitutionnel peut être d'un recours efficace ou autrement, comment faire en sorte que cette question de l'article 27 soit clarifiée par toute la nation sénégalaise? Oui, en fait, par rapport au Conseil constitutionnel, il semblerait que le Conseil se soit déjà prononcé par rapport au mandat de 5 ans et de 7 ans. Il faut peut-être revenir à cette décision du Conseil constitutionnel qui a apporté vraiment des précisions par rapport à la question des 5 ans. Mais je voulais juste dire qu'en fait, nous sommes en Afrique, c'est vrai, beaucoup plus dans un état légal que dans un état de droit. Et la plupart du temps, les détenteurs du pouvoir se cachent derrière la légalité. Et au-delà de la légalité, il y a certes la légitimité. C'est-à-dire, même si c'est légal, est-ce que le peuple est d'accord? Et là, on est sur un champ politique. Il va falloir que dans les rapports de force, comme je le disais tout à l'heure, qu'on sente que la majorité de la population s'est prononcée dans tel sens. Or, en 2016, il se trouve qu'il y a eu un référendum et donc les gens ont déjà voté la Constitution. Donc, elle est là. Oui, mais professeur, vous avez remarqué que pour faire passer ce genre de dispositions dans les constitutions, on les accompagne d'autres dispositions extrêmement progressistes qui ne laissent pas le choix aux électeurs d'autre choix que de voter oui, parce qu'il y a des gains en démocratie, en droits de l'homme, etc. Mais c'est accompagné de dispositions qui sont problématiques. Oui, les juristes des collègues ont tous soulevé au départ la question des dispositions transitoires. Mais il n'appartient pas à un professeur de droit de mener la bataille politique. Le professeur, il ne fait qu'indiquer la voie à suivre. Maintenant, ceux qui sont dans le champ politique devaient peut-être saisir l'occasion pour réclamer ou faire une pression pour que ces dispositions puissent figurer dans la Constitution. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas de disposition transitoire. Donc, si on soumet la question au Conseil constitutionnel, il s'en tient au texte. Il va dire le droit. Très bien. Merci beaucoup à vous, professeur Ogosek. Il me reste 30 secondes pour vous, Pape Mamoursi. Comme vous le savez, la CEDEAO essaie de pousser les chefs d'État de la sous-région à respecter la limitation des mandats. Et il y a même un processus en cours au niveau de l'Union africaine pour des directives, des propositions de directives dans ce sens. Est-ce que vous pensez que la solution pourrait venir de ces échelons-là ? Malheureusement, je doute fortement de leur efficacité et que, comme je l'ai dit tantôt, à mon avis, la solution est entre les mains des hommes qui incarnent les institutions. Encore faudrait-il que ces hommes-là soient animés donc d'une culture démocratique. Et pour ce faire, il y a lieu effectivement de rétablir ce qu'on peut appeler ici les rapports entre gouvernants et gouvernés, que ces rapports-là, effectivement, soient basés sur le respect, effectivement, et sur cette recherche
permanente, disons, d'asseoir tous nos actes sur la légalité, mais au-delà de la légalité, sur ce que l'on appelle cette notion fondamentale qui est la légitimité. Très bien. Merci à tous les deux. Merci à vous également, Pape Momarsi. Merci d'avoir participé à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la préparer et pour vous la présenter. Prochain rendez-vous avec l'actualité 13h. La grande édition en Wolof qui sera présentée par Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, Allô Présidence. Excellente suite des programmes sur la RFM. Excellent après-midi. Au revoir. dëkk la bu nekk ca Kees benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye.